28-04-2026, nous sommes dans la 5e année, jour 64 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, une nouvelle attaque est signalée. Je ne veux pas trop en dévoiler, vous la verrez dès le début du rapport de situation. Ce que nous voyons aussi, ce sont en fait des déclarations intéressantes d'un prisonnier du côté russe, et bien sûr nous allons également examiner la tension actuelle entre l'Ukraine et d'autres pays, notamment Israël, ce qui sera très intéressant. Au front, comme ces derniers jours, il ne se passe presque rien et il n'y a aucun gain de terrain, ce que nous verrons aussi dans une critique plus tard. Je dirais que nous allons commencer. Ici, nous voyons le terminal pétrolier de Tuapse sur la mer Noire. Vous le connaissez, je l'ai mentionné presque tous les jours dans les derniers grands rapports. Une fois avant l'attaque et ici une fois après l'incendie, toujours en alternance. De grandes parties ont été visiblement détruites, comme on peut le voir, mais l'incendie s'est déjà arrêté. Et après que cela ait brûlé pendant plusieurs jours, que le dépôt soit partiellement inutilisable et que des parties de la ville aient été contaminées par des pluies d'huile, on peut clairement voir que 24 réservoirs ont été détruits et 4 autres gravement endommagés. C'était du moins la situation d'hier. Car cette nuit, des drones ukrainiens ont de nouveau frappé avec succès la raffinerie russe de Tuapse et le terminal d'exportation sur la mer Noire, mettant le parc de cuves en feu. Plusieurs incendies sont de nouveau visibles au centre de l'installation. Les Ukrainiens ont touché leur cible, tandis que les interceptions russes ont toutes échoué ce matin. Maintenant, l'incendie s'est de nouveau propagé et touche d'autres parties du site. Tout est à nouveau hors de contrôle et les pompiers ne sont pas en mesure, comme auparavant, d'éteindre les incendies ni d'empêcher leur propagation. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Qui aurait pensé, il y a quelques années, pouvoir vivre une chose pareille ? La deuxième armée, la plus puissante du monde à l'époque, du moins sur le papier, n'a réussi à imposer aucun de ses objectifs de guerre jusqu'à aujourd'hui, et elle n'y parvient toujours pas actuellement. Protéger des cibles de grande valeur comme celle-ci contre les drones ukrainiens, ni s'occuper de l'équipement et des conséquences, et ces conséquences ne concernent pas seulement l'installation elle-même, mais aussi le voisinage, car ici, du pétrole en feu s'écoule dans les rues. Je suis moi-même pompier, donc je peux aussi vous dire que c'est problématique, car lors d'un incendie de pétrole brut, c'est principalement le gaz qui brûle, ou bien les vapeurs gazeuses qui sont dégagées par le pétrole et non pas le pétrole liquide lui-même. Donc cela va encore beaucoup plus loin que si cela ne brûlait pas complètement sur place. Si maintenant un habitant a l'idée d'éteindre cela avec de l'eau, il va aggraver l'incendie. Comme on le sait, le pétrole flotte sur l'eau, donc l'eau passe sous la couche de pétrole, s'évapore soudainement, et l'huile en feu est projetée de façon explosive tout autour. La situation de l'approvisionnement se dégrade soudainement, car après des problèmes électriques à une station de pompage, l'eau a été coupée dans certaines zones de la ville. L'installation est apparemment liée à la raffinerie où il y avait encore un incendie auparavant. Le gouverneur de la région, Krasnodar, a parlé d'une situation tendue, mais il a souligné en même temps que la situation était sous contrôle. Peu après avoir affirmé cette nuit que seuls des débris avaient touché la raffinerie. Il fait cette déclaration tandis que le terminal pétrolier brûle derrière lui. Les habitants des environs immédiats sont évacués par précaution. Les équipes d'intervention continuent d'agir pour gérer à la fois les conséquences de l'incendie et l'impact sur les infrastructures. Cette combinaison d'incendie, de coupures de courant et d'eau montre à quel point ces événements peuvent vite affecter la vie quotidienne. Nous voyons donc qu'il s'agissait ici de la 3e attaque aérienne contre Tuapse en l'espace d'un mois. 3. Regardez ça. Un soldat russe est repéré par un drone ukrainien. Encore une fois, les questions suivantes se posent. Pourquoi marche-t-il à découvert dans un champ ? Pourquoi est-il seul ? Que fait-il ici ? Malheureusement, aucune indication à ce sujet, même si nous avons déjà vu cela dans de nombreuses vidéos. Il voit le drone mais hausse les épaules et accepte son sort sans résister. Que pense-t-il ? Après tout, tout vaut mieux que l'inaction et continuer d'avancer. Sauf bien sûr si l'on a perdu tout espoir, ce qui reflète probablement très bien le quotidien au front, quand on regarde à nouveau toutes les plaintes du côté russe. Sergueï Matchenko était un homme ordinaire quand il a choisi de partir à la guerre, y voyant une opportunité. Gagner un peu d'argent et peut-être avancer plus vite dans la vie. Les risques paraissaient lointains, presque abstraits. Mais ce qui l'attendait là-bas n'avait rien à voir avec ses idées, car à la fin, il fut le seul de son unité à revenir.
Aujourd'hui, il doit vivre avec les conséquences. Son corps est affaibli, il souffre d'une blessure à la tête et d'une blessure à la main pour laquelle il n'a reçu aucune indemnisation. Il ne peut pas se permettre le traitement dont il aurait réellement besoin. Au lieu de cela, il n'y a pas eu de nouveau départ et il lutte avec les séquelles de ce qu'il a vécu. Et surtout, il parle de combien tout cela l'a changé. Que la guerre n'a rien d'héroïque, qu'elle est cruelle, chaotique et imprévisible. Il dit qu'il ne souhaiterait cette expérience à personne, peu importe à quel point il méprise cette personne. C'est là qu'il y a une certaine ironie, car il était parti en espérant en tirer quelque chose. Mais il est revenu avec une vision complètement différente de tout cela. Soyons honnêtes, au moins il est revenu et peut avertir des conséquences de la guerre en Russie. Son histoire montre clairement à quel point le fossé peut être grand entre ce qu'on promet à un citoyen russe et ce à quoi il peut réellement s'attendre à la fin. Un tournant remarquable vient justement de l'un des groupes les plus bruyants qui, pendant des années, ont réclamé une mobilisation générale. Igor Girkin, également connu sous le nom de Strelkov, remet désormais ouvertement en question sa propre position passée. Pour sa position et ses critiques publiques, il s'est d'ailleurs retrouvé en prison. Dans sa réponse à ses abonnés, il explique très clairement, même si la Russie lançait aujourd'hui une grande mobilisation, cela n'aurait guère l'effet escompté. Son explication est claire, la guerre a changé. Les drones dominent désormais le champ de bataille, remplaçant les combats classiques entre grandes unités. Selon lui, ces drones pourraient éliminer efficacement même d'importants effectifs d'infanterie, quelle que soit la largeur du front. De son point de vue, le moment décisif a été manqué. Au cours des dernières années, une mobilisation aurait peut-être pu faire une grande différence. Maintenant, il est trop tard pour cela. Plus de soldats ne suffiraient plus à changer la situation, même face à des forces ukrainiennes moins nombreuses. Il demande plutôt une mobilisation totale de l'économie. Il ne s'agit plus d'envoyer des gens au front, mais de porter industrie, recherche et production au niveau de guerre. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra rester compétitif à long terme. En même temps, il adresse une critique exceptionnellement sévère à la version officielle de Moscou. Il qualifie d'absolument trompeuses les déclarations selon lesquelles la fin du conflit serait imminente. Même si certaines villes étaient reprises, cela ne changerait rien, selon lui, au cours fondamental de la guerre. Pour lui, une chose est claire. La guerre ne se décide pas par un petit gain de terrain, peu importe le temps que cela prend, mais par des ressources à long terme et des capacités technologiques. C'est là qu'il y a un gros problème car la Russie n'y est pas préparée. Sa conclusion est donc plutôt décevante. Il considère désormais qu'une mobilisation classique de soldats, comme cela a longtemps été discuté, est absolument inefficace, notamment parce qu'il manque de l'équipement pour pouvoir utiliser efficacement des forces supplémentaires. Il dresse ainsi un tableau différent des attentes précédentes. Au lieu de percées rapides, il décrit désormais une guerre d'usure dans laquelle la technologie et les capacités de production jouent un rôle de plus en plus important, mais que la Russie n'est pas en mesure de mobiliser. Les tensions entre l'Ukraine et Israël ont atteint un nouveau niveau. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien à Kiev et a officiellement déposé une protestation. L'accusation était grave. Il s'agit du transport, notamment de l'importation de céréales qui proviendraient de territoires ukrainiens occupés, arrivés en Israël par des détours. Les autorités ukrainiennes affirment que ces céréales partent de ports des zones occupées, sont transbordées en mer, puis expédiées ailleurs. Derrière la logistique, une entreprise russe jouerait, selon l'Ukraine, un rôle clé dans l'acheminement de ces marchandises vers l'international. Un cas précis suscite l'attention. Un cargo a accosté à la mi-avril dans le port de Haïfa et y a été déchargé, alors que l'Ukraine avait auparavant lancé un avertissement et même exigé des mesures juridiques. Kiev critique que ces avertissements aient été ignorés et que des céréales d'origine contestée soient entrées sur le marché israélien. Un deuxième navire transportant une cargaison similaire est également arrivé à Haïfa entre-temps. Le gouvernement ukrainien demande à nouveau que le déchargement soit arrêté. Du point de vue de Kiev, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais bien d'un schéma récurrent. Il s'agit d'une sorte de flotte officieuse utilisée pour exporter des matières premières depuis des territoires occupés et contourner les sanctions. Mais quel est le lien avec Israël ? Eh bien, l'Ukraine voit d'un œil particulièrement critique le rôle d'Israël dans cette affaire. L'accusation est en effet que, par ce comportement, les importations soutiennent indirectement des activités économiques liées à l'occupation de territoires ukrainiens. Cela suscite aussi du mécontentement politique, car l'Ukraine a souvent adopté des positions importantes pour Israël, notamment en matière de sécurité ou dans son approche de certaines organisations au Moyen-Orient.
Pour Kiev, le comportement actuel ne correspond donc pas à la déclaration officielle d'Israël de soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au contraire, on constate que la confiance mutuelle est mise en danger. Le gouvernement ukrainien exige donc des mesures, l'arrêt immédiat de nouveaux déchargements, une évaluation juridique des incidents et des actions permettant d'exclure à l'avenir de telles importations. En même temps, ils précisent également qu'ils sont prêts à aller plus loin, y compris sur le plan diplomatique et international, pour lutter contre le commerce de ces ressources. Un conflit croissant sur une question sensible de politique étrangère risque d'impacter fortement la relation entre les deux pays, au-delà des enjeux économiques. Merci à tous les abonnés, membres, l'équipe Alge, et spécialement au lieutenant-colonel Reinig. C'est Datif Ferdinand Mayhofer. Abonnez-vous, likez, commentez, et à la prochaine mise à jour.